Bonjour les gars, bis. Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Entrons dans le vif du sujet. Le soleil venait à peine de se lever sur les toits rouillés du village d'Agbata lorsqu'Anita sortit de sa petite chambre au mur debout, ses pieds nus touchant la terre fraîche et craquelée. L'odeur du bois de chauffage qui brûlait persistait dans l'air tandis que les femmes à proximité commençaient leurs rituels matinaux, allant chercher de l'eau, allumant des feux et faisant bouillir de la bouillie. Anita, avec son pagne usé noué autour de sa taille fine, se pencha pour puiser de l'eau au puits local. Ses yeux semblaient fatigués mais portaient une lueur d'espoir rare. La vie n'avait pas été tendre avec elle. Née d'une mère célibataire en difficulté, décédée alors qu'elle n'avait que 16 ans, Anita avait été laissée seule à se débrouiller seule. Elle vivait dans une maison d'une pièce abandonnée par sa mère, à peine debout, avec son toit qui fuyait et sa porte en bois affaissée. Chaque jour ressemblait à une bataille qui mettait à l'épreuve sa volonté de continuer. À 23 ans, Anita avait connu suffisamment de pauvreté pour toute une vie. Elle n'avait pas de frères et sœurs, pas de proches prêts à l'aider et pas d'emploi qui pouvait la soutenir pendant plus de quelques semaines à la fois. Elle prenait tout ce qui payait laver des vêtements, produits de nettoyage, même éplucher du manioc pour les femmes du marché pour une bouchée de pain. La nourriture n'était jamais garantie. Parfois tout ce qu'elle avait été du gari trempé ou des fruits volés sur le sentier de brousse. Ses nuits étaient souvent passées allongées sur une natte de raffia à regarder le plafond en priant pour une percée. Sa seule possession de valeur sentimentale était une photo décolorée de sa mère et une vieille enveloppe qu'elle n'avait jamais ouverte, soigneusement rangée sous la natte. Les murs de sa chambre n'étaient pas décorés de papier peint ou de peinture, mais de citations manuscrites et d'affirmations de rêves sur papier qu'elle griffonnait la nuit pour se convaincre qu'un jour les choses changeraient. Son village était petit, presque oublié du monde extérieur, sans commodité moderne, pas d'électricité, pas d'école digne de ce nom, pas de réelles opportunités d'emploi. Beaucoup de jeunes filles de son âge avaient depuis longtemps renoncé à leurs rêves et se mariaient tôt ou partaient en ville pour travailler comme femmes de ménage sous des madames sévères. Mais Anita ne pouvait pas se contenter de survivre. Elle voulait plus, elle ne savait pas comment elle l'obtiendrait, mais elle savait qu'elle était destinée à quelque chose de plus grand. Elle s'asseyait souvent au bord de la route après avoir terminé ses corvées. Elle regardait les véhicules passer et se demandait à quoi ressemblait la vie au-delà des collines d'Agbata. Qu'est-ce que ça faisait d'être assise dans un bureau, d'avoir une chaise avec son nom dessus, de recevoir un salaire mensuel? Qu'est-ce que ça faisait d'être respectée, admirée et connue malgré tout? Anita n'a jamais laissé l'amertume prendre racine dans son cœur. Elle souriait souvent, même lorsque son estomac gargouillait de faim. Les enfants du village l'aimaient parce qu'elle avait toujours une douce histoire à raconter, un coup de main à lui offrir. La douceur n'était pas une faiblesse, c'était de la résilience enveloppée de chaleur. La vie lui avait appris à apprécier les petites choses. Une mangue d'un gentil voisin, un jour sans pluie pour que son toit ne fuit pas. Quelques nerfs gagnés grâce à un dur labeur. Journée de travail encore tandis qu'elle versait de l'eau dans la bouilloire en fer blanc pour faire du PAP, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment lancinant que quelque chose était sur le point de changer. Au fond, elle croyait que le destin ne l'avait pas oubliée, elle devait juste tenir bon un peu plus longtemps. Anita était assise sur un banc en bois, près du feu, tandis que sa bouilloire sifflait doucement une faible flamme léchant son fond. Il ne lui restait que 2 cuillères à soupe de poudre de PAP et un seul morceau de sucre qu'elle avait gardé de son dernier jour de travail pour maman et Kim, la vendeuse d'huile de palme. Elle l'avait gardé pour quand elle aurait trop faim pour dormir. Aujourd'hui se sentait comme ce jour-là, son estomac se retournait de vide et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle remuait le mélange à queue pour en faire un semblant de nourriture. Ses voisins cuisinaient des repas plus riches, porridge d'igname ou pain frais, mais Anita n'osait pas se plaindre ou montrer de l'envie. Au lieu de cela, elle souriait à travers sa faim, offrant des salutations et saluant les petits-enfants qui passaient. Quand l'un d'eux, un garçon nommé Shuka, lui a demandé pourquoi elle n'avait jamais mangé avec eux, elle lui a ébouriffé les cheveux et a dit « J'attends mon festin en ville » en milieu de matinée. Elle était sortie avec son panier tressé allant de maison en maison pour demander si quelqu'un avait besoin d'aide pour laver le linge ou balayer. Elle n'était pas toujours bien accueillie. Certains la regardaient avec mépris, d'autres la repoussaient d'un geste de la main, quelques-uns lui donnaient du travail, mais le salaire était toujours maigre. Elle était reconnaissante, elle lavait le linge avec des ampoules, les mains, ses jointures rouges, à force de frotter sans savon. Ses jambes lui faisaient mal à force d'être restée debout des heures, son dos lui faisait mal à force de se pencher, mais elle supportait tout cela en silence. Elle se souvenait de la voix de sa mère qui disait « Supporte, mon enfant, la vie ne récompense que ceux qui n'abandonnent ». Cette voix la maintenait en vie même les jours comme celui-ci où la faim la rendait étourdie. Ses meilleurs moments étaient quand elle visitait l'école en bas de la rue pendant la pause déjeuner. Anita n'y allait pas,
mais elle aidait souvent à balayer les salles de classe en échange des restes de nourriture. Certains professeurs la piquaient et lui donnaient des collations à moitié mangées ou un sachet d'eau. Ce n'était pas grand-chose, mais ça la maintenait en vie. Elle ne laissait jamais personne voir à quel point les aumônes blessaient sa fierté. Elle les recevait avec la même gratitude qu'on montrerait pour de l'or. Elle ne voulait pas être un fardeau, elle voulait être quelqu'un sur qui les autres pourraient compter un jour. Cet espoir la rendait résiliente, et bien que ses os hurlaient souvent de douleur, son cœur restait intact le soir alors qu'elle était allongée sur son tapis fixant le vieux plafond. Elle murmurait des rêves, elle rêvait d'un lit chaud de nourriture en abondance et de rire sans tristesse derrière elle. Elle s'imaginait entrer dans un bureau vêtu d'un chemisier propre, talons claquant sur du carrelage en marbre. Elle imaginait son nom sur un bureau, Anita Frank, assistante de direction ou peut-être manager. Elle souriait dans le noir, croyant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elle serait plus qu'une pauvre fille du village qui sautait des repas et mendiait pour des petit boulot. Son ventre était peut-être vide, mais son cœur était plein d'espoir et c'était la seule chose qui la maintenait en vie. À accent grave, des milliers de kilomètres des sentiers poussiéreux du village d'Agbata et d'une suite pentue surplombant l'horizon animé de Lagos, Joshua Jackson se tenait debout, regardant par sa fenêtre en verre, vêtu d'un costume italien sur mesure. Le poignet orné d'une montre Patek Philippe en or et son bureau couvert de dossiers et de gadgets. Joshua était l'image même du pouvoir et du succès. À 34 ans, il était déjà le PDG de Jackson Enterprises, un conglomérat avec des branches dans les secteurs du pétrole, de la technologie et de l'immobilier. Son visage apparaissait régulièrement dans Forbes Africa et Business Day, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Malgré sa richesse et sa célébrité, il y avait un vide en lui que l'argent ne pouvait combler, une faim qui n'avait rien à voir avec la nourriture mais avec quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Son assistante Patricia est entrée en tenant une tablette. « Monsieur, les investisseurs du Cap viennent de confirmer pour la semaine prochaine et votre équipe juridique attend l'appel vidéo. » Elle a dit que Joshua hochait la tête et la suivait jusqu'à son écran de conférence. Il donnait des ordres avec aisance, négociait des accords avec une confiance exercée et terminait l'appel d'un ton sec. Faites en sorte que cela se produise. Mais au moment où la pièce vidait, il se sentait étrangement creux. Il s'enfonça dans son fauteuil en cuir et se frotta les tempes. Chaque affaire lui semblait une répétition de la précédente. Il n'y avait plus de frissons, les voitures de luxe, les jets privés, les millions sur son compte, tout cela était devenu du bruit. Il était souvent entouré de gens, de belles femmes, de cadres ambitieux, de vieux amis avec de nouvelles faveurs à demander, mais aucun d'eux ne le voyait vraiment. Il voyait le milliardaire, la marque, la banque. Personne ne demandait jamais « Es-tu heureux, Joshua ?» Et même s'il le voyait, il n'était pas sûr d'avoir une réponse. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand il avait 20 ans, et bien qu'il ait construit un empire avec son chagrin, il n'était pas guéri, il était sorti avec des femmes qui voulaient son argent, avait été trahi par des partenaires commerciaux en qui il avait autrefois confiance et avait toutes les raisons de croire que l'amour était un mythe pour les gens qui n'avaient rien d'autre à courir après. Mais dernièrement, quelque chose avait commencé à le ronger, le sentiment qu'il était censé faire plus que simplement gagner de l'argent. Alors qu'il se versait un verre de vin et mettait de la musique jazz douce, il aperçut son propre reflet dans un verre. « Qui es-tu quand personne ne regarde ?» murmura-t-il dans sa barbe. La vérité était qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il avait besoin d'un changement de rythme, peut-être d'un environnement différent, peut-être de quelque chose ou de quelqu'un pour lui rappeler que la vie ne se résumait pas à des réunions de conseil d'administration et à des milliards de dollars. Il ne le savait pas encore, mais son chemin croisait déjà celui d'Anita et la femme qui n'avait jamais connu le luxe était sur le point de changer la vie de l'homme qui avait. Tout l'aube commença dans deux mondes différents. D'un côté du pays, Anita se réveilla au chant d'un coq et au cliquetis des seaux dehors. Elle bâilla, étira ses membres raides et attrapa des vêtements de rechange déjà usés par l'usage quotidien. Elle noua fermement son foulard pour cacher ses cheveux non peignés et enfila ses pantoufles usées. Son premier arrêt fut le complexe de Maman Kuti, où elle devait aider à balayer et ramasser du bois de chauffage. Après quoi, elle allait chercher de l'eau pour un autre voisin, puis se rendait au marché local pour nettoyer les étals de poissons. Chaque tâche ne lui rapportait pas plus de quelques pièces, mais chaque geste était utile. Elle ne se plaignait jamais, même lorsque ses mains récoltaient le poisson ou que ses jambes lâchaient d'épuisement. Dans son monde, la dignité ne venait pas de ce que l'on faisait, mais de la manière dont on le faisait. Anita faisait tout avec une grâce tranquille. Pendant ce temps, dans l'élégante salle de conférence de Jackson Enterprises, Joshua attirait l'attention d'une douzaine de cadres. Son costume était fraîchement repassé,
Son eau de Cologne était subtile mais chère et ses mots précis. Nous nous développons dans 3 autres villes ce trimestre. Je veux que cette ville soit prête avant la fin du mois. Il déclarait que ses assistants griffonnaient des notes, que les analystes vérifiaient les chiffres et que personne n'osait remettre en question ses plans. Pourtant, derrière son extérieur calme, Joshua ressentait une étrange agitation. Les applaudissements à la fin des réunions commençaient à sonner creux, peu importe le nombre d'affaires qu'il concluait. Il rentrait chez lui chaque soir avec un vide lancinant. Anita, après avoir terminé ses tâches, s'assit sous un arbre avec un bol de riz en plastique. Et des haricots offerts par une gentille femme, elle mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin. Les enfants jouaient autour d'elle et quelques-uns s'arrêtèrent pour partager des histoires ou poser des questions. Elle leur raconta des histoires de villes qu'elle n'avait jamais vues, décrivant de grands immeubles et des voitures brillantes avec la vivacité des rêves. Ils écoutèrent avec de grands yeux, ignorant qu'Anita n'avait jamais mis les pieds hors du village pour eux. Elle était une conteuse pour elle-même, elle était prisonnière de la pauvreté attendant sa chance de se libérer. Joshua, après une longue journée, retourna à son pentouse et s'assit près de la fenêtre, sa tablette sur ses genoux. Il examina les rapports trimestriels tout en sirotant du vin, mais son attention dérivait, il se demandait à quoi ressemblait la vie pour quelqu'un qui n'avait rien à perdre, aucun héritage à protéger, aucun nom à défendre, aucune richesse à gérer. De quoi rêvait-il? Était-il plus heureux à ce moment précis? Anita, à des kilomètres, griffonnait ses objectifs dans un carnet déchiré, ignorant que l'homme qui semblait le plus éloigné de son monde se rapprochait lentement de sa réalité. C'était un mercredi matin nuageux lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Anita était à peine sortie de sa chambre quand elle remarqua que le ciel était devenu gris et qu'au moment où elle atteignit la ferme où elle travaillait à temps partiel, il pleuvait à verse. Elle resserra son emballage et continua son chemin, déterminé à ne pas rater l'occasion de gagner quelques néras. Son patron, un homme dur nommé Hugo, était moins indulgent que le temps. « Tu es en retard » aboya-t-il en arrivant trompé. Elle s'excusa, mais il lui fit signe de partir et lui tendit une eau rouillée. « Nettoie ce coin. » Pas d'excuse sans un mot. Anita s'agenouilla dans la boue et commença à creuser. La pluie s'infiltrait à travers ses vêtements et se mélangeait à la sueur sur son front. À midi, la pluie avait transformé le sol en une boue épaisse et collante. Les mains d'Anita lui faisaient mal. Ses vêtements collaient à son corps et le froid lui transperçait les os. Elle ne s'arrêta qu'une seule fois pour s'essuyer le visage, point avant de continuer. C'est à ce moment-là que le fils adolescent de Hugo, Kelechi, est passé et a fait une remarque grossière sur ses vêtements mouillés. « Tu es plus belle comme ça. Tu devrais peut-être travailler en ville comme femme à gage. » Il a ri. Les joues d'Anita brûlaient de honte, mais elle n'a rien dit. Elle avait appris depuis longtemps que la pauvreté vous prive du luxe de la dignité. Lorsqu'elle a levé les yeux et vu les autres ouvriers agricoles faire semblant de ne pas entendre la douleur, elle a été encore plus stupéfaite. Le harcèlement ne s'est pas arrêté là. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait ses outils, Kelechi l'a coincée derrière le hangar. Il a essayé de la toucher en bredouillant, « Personne ne s'en soucierait si je te prenais. » Mais Anita l'a repoussée avec une force surprenante. « Ne me touche plus jamais. » Elle a claqué des yeux, les yeux brillants de fureur. Hugo a vu la bagarre et est arrivé en courant, mais au lieu de réprimander son fils, il a crié à Anita, « Tu oses élever la voix dans ma ferme. » Il a crié. « Sors, ne reviens pas. » Elle a été renvoyée sur le champ. Anita n'a pas protesté. Elle a pris son panier et est partie trompée. Humiliée et sans emploi, une fois de plus de retour dans sa chambre, elle se déshabilla de ses vêtements mouillés et s'assit sur son tapis en frissonnant. La petite fuite dans son toit avait formé une flaque à côté d'elle, mais elle ne s'en soucia pas. Ses yeux fixaient la lueur vacillante des bougies, son cœur engourdi. Elle murmura pour elle-même « Pourquoi la vie est si cruelle envers moi ?» Mais aucune réponse ne vint. Tout ce qu'elle pouvait faire était de s'allonger, se couvrir d'un pagne humide. Rêver de jours meilleurs, si seulement elle pouvait quitter cet endroit juste une fois pour voir le monde au-delà de la boue et de la misère. À Lagos, l'atmosphère à l'intérieur des tours Jackson était tendue. Joshua entra dans la salle de conférence où ses cadres supérieurs étaient déjà assis, leurs visages enseignés. Un scandale avait éclaté dans l'une de ses filiales technologiques. Un audit révéla que 2 partenaires de confiance avaient siphonné de l'argent par le biais de faux contrats.
Mâchoire de Joshua se serra tandis que les rapports lui étaient présentés. Il avait placé sa confiance en ces hommes, partagé des dîners, des vacances et des secrets. Maintenant, il l'avait récompensé par une trahison. Sa voix resta calme alors qu'il s'adressait à la salle, mais il y avait un côté mortel à cela. Geler toutes les opérations dans cette branche incendie, tous ceux qui sont liés à cette affaire, et appeler immédiatement mon équipe juridique plus tard dans la journée. Joshua était assis seul dans son bureau, les lumières de la ville s'étendant bien au-delà de ses fenêtres du sol au plafond. Malgré la richesse et le pouvoir, cette trahison a profondément touché. Ce n'était pas l'argent, c'était la confiance. Il avait travaillé dur pour construire son empire après la mort de ses parents, passant d'un étudiant en deuil à un PDG milliardaire en cours de route. Il avait fait des économies, marché sur des rivaux et sacrifié des amitiés, mais cette trahison-là fait réfléchir. Était-ce le genre de personne? Il était entouré d'hommes qui ne souriaient que lorsque l'argent coulait à flot, des femmes qui appelaient seulement quand elles avaient besoin de quelque chose. Y avait-il quelqu'un dans sa vie qui le soutiendrait s'il perdait tout? Il a annulé un dîner d'affaires ce soir-là et s'est rendu en voiture, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Pas de chauffeur, non, garde du corps, juste Joshua dans sa Mercedes-Benz noire élégante, naviguant dans les rues de Lagos. Un ciel maussade, il ne savait pas où il allait, il voulait juste respirer. Il s'est garé près de la plage et a marché le long du rivage, son pantalon trempé aux chevilles. Le bruit des vagues qui s'écrasaient lui rappelait son enfance, les excursions à la plage que ses parents lui faisaient faire. Il leur manquait terriblement. Sa mère lui avait toujours dit de ne pas juste construire un royaume. Joshua construit une âme assez forte pour le garder. Il avait ignoré cette partie. Il avait construit le royaume mais négligé son âme. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il s'assit dans son bureau et fixa un portrait de famille. Il réalisa qu'il n'avait pas besoin de plus de réunions ou de nouvelles entreprises. Il avait besoin de quelque chose de vrai, quelqu'un qui verrait au-delà du milliardaire et aimerait l'homme en dessous. Pour la première fois depuis des années, Joshua écrivit dans son journal une seule ligne: peut-être qu'il est temps de trouver quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Cette décision le mettrait bientôt sur un chemin loin des gratte-ciel et des costumes, vers un monde où quelqu'un comme Anita attendait, sans savoir que son gentillesse toucherait un jour le cœur d'un homme qui avait tout sauf le sens. Le marché du village était un essaim d'énergie ce samedi matin. Les tissus brillants dansaient sous le soleil, l'odeur des ananas mûrs mêlée aux poissons, à la fumée et au marchandage bruyant flottait dans l'air comme un cœur. Anita était arrivée tôt dans l'espoir d'aider Mama Ifeoma à vendre des légumes pour gagner quelques pièces. Elle s'assit tranquillement à l'étal, arrangeant tomates et poivrons avec soin, essayant d'ignorer les gargouillements dans son estomac. Malgré le chaos du marché, Anita resta l'image de Kong, une jeune femme vêtue d'un chemisier en lambeaux et d'une jupe usée. Son visage rayonnait d'une dignité silencieuse être dans le décor, mais ce jour-là sa présence ne passerait pas inaperçue. Loin de la familiarité du village, Joshua se retrouva dans un véhicule en route pour inspecter un chantier de construction voisin où son entreprise prévoyait de s'agrandir. Il avait décidé de voyager par la route, ayant besoin de distance avec sa vie de salle de réunion sans fin et de sourires calculés. Je veux voir comment vivent les vraies personnes, il dit à son chauffeur. Alors qu'ils approchaient du marché, la circulation ralentit à un arrêt et Joshua a demandé à sortir et à se dégourdir les jambes. Alors qu'il traversait le marché, les locaux ont tourné la tête. Sa montre chère et sa démarche assurée le faisaient se démarquer comme un roi dans une foule de paysans. Il se déplaçait toujours avec curiosité, absorbant la vie autour de lui. C'est à ce moment-là qu'il a vu Anita Krops à côté d'un petit garçon qui avait trébuché et s'était écorché le genou. Elle avait arrêté de vendre pour s'occuper de l'enfant, utilisant un morceau de tissu pour essuyer doucement sa blessure et lui murmurant des mots réconfortants. Ses mains bougeaient avec soin, sa voix apaisante. Elle n'a pas demandé de remerciements, elle n'a pas remarqué qui regardait. Joshua se tenait à quelques mètres, captivé par la scène. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle n'avait rien et pourtant sa gentillesse débordait. Elle n'était pas bruyante, n'était pas tape accent grave l'œil, mais en accent grave ce moment-là. Elle sembla rayonner de quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Il ne lui avait pas parlé ce jour-là. Il ne lui avait même pas demandé son nom. Mais alors qu'il retournait à sa voiture et qu'il partait, il regarda le marché. « Cette fille » murmura-t-il. « Quelle fille, monsieur ?» Son chauffeur demanda à Joshua de ne pas répondre. Il regarda simplement par la fenêtre, ses pensées emmêlées. Il était venu chercher quelque chose de réel. Pendant un instant fugace, il l'avait vue dans les mains d'un inconnu et dans la façon dont elle essuyait une larme sur la joue d'un enfant. Il ne le savait pas encore, mais le destin l'avait doucement poussé vers un avenir qu'il n'aurait jamais pu prédire. Plus tard dans la soirée, après une longue et épuisante journée, Anita retourna dans sa petite chambre.
Elle avait gagné juste assez pour acheter une demi-miche de pain et un sachet de lait qu'elle avait soigneusement mélangé avec de l'eau chaude sur son petit réchaud pendant qu'elle mangeait en silence. Ses yeux se posèrent sur le coin du tapis, où elle gardait ses quelques trésors. Une petite boîte en bois qui contenait la photo de sa mère. Un bracelet cassé et une enveloppe qu'elle n'avait jamais ouverte. Elle lui avait été donnée de la part de sa mère. Lit de mort, mais le chagrin avait toujours été trop lourd pour y faire face ce soir. Quelque chose s'agita en elle. Peut-être était-ce la lassitude, peut-être était-ce la douleur constante des questions. Elle tendit la main vers elle, ses doigts tremblaient en brisant le seau. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier décolorée et une petite photo de sa mère et de sa jeunesse souriante élégante, portant une blouse professionnelle et tenant un certificat. La lettre était manuscrite en cursive. Délicate, et alors qu'Anita commençait à lire, ses yeux se remplirent de larmes. Ma chérie Anita, si tu lis ceci, alors je ne suis plus avec toi, mais ne pleure pas mon enfant, je veux que tu saches que tu viens de la force. J'étais autrefois, comme toi, pauvre, effrayé, incertain, mais j'ai trouvé du courage, et je veux que tu le trouves aussi. Rêve Anita, ne reste pas dans ce village, ton destin est bien plus grand que ces murs de boue. Les mains d'Anita tremblaient alors qu'elle serrait le papier contre sa poitrine. Elle pleurait non pas de tristesse, mais d'un profond sentiment de désir et de possibilité. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que sa mère était là, la poussant en avant. Cette lettre devint sa lumière dans une infinité. Sa mère avait autrefois eu des rêves aussi, et maintenant c'était au tour d'Anita de les accomplir. Le mot a réveillé quelque chose en elle qui avait longtemps été enfoui sous la peur et la pauvreté. Elle est restée éveillée cette nuit-là, non seulement en pleurant, mais en planifiant. Elle n'avait pas de carte ou de plan, mais elle avait la foi, et parfois la foi était tout ce dont une personne avait besoin pour allumer un feu. Tandis que la bougie vacillait à côté d'elle, elle a sorti un vieux carnet et a commencé à écrire. Elle a écrit son nom en grosses lettres grasses sur la première page. En dessous, elle a griffonné des objectifs: un quitter Egbada pour travailler dans une entreprise, 3 construire une vie meilleure. Son écriture n'était pas soignée et sa grammaire était imparfaite, mais la passion était pure. Elle a embrassé la lettre une fois de plus et a murmuré: merci maman, je te rendrai fière. Dans un monde qui lui avait donné toutes les raisons d'abandonner, Anita avait finalement trouvé une raison de se battre plus fort. Le lendemain matin, Anita se réveilla avec un autre type d'énergie. Ses membres mangeaient toujours, son estomac gargouillait toujours, mais il y avait un but dans sa démarche. Elle nettoya sa petite chambre d'un coin à l'autre, comme si elle s'attendait à ce que son destin franchisse la porte. À tout moment, elle tressa soigneusement ses cheveux, lava ses vêtements à la main, et sourit même à son reflet dans un miroir fissuré. Tu allais quelque part, se dit-elle en pointant la fille dans la vitre. Les voisins qui passaient remarquèrent le changement. Qu'est-il arrivé à Anita? Quelqu'un murmura qu'elle avait l'air différente aujourd'hui. Il ne le savait pas, mais l'espoir peut être plus puissant que la nourriture. Il peut faire briller une fille affamée comme une reine. Elle vaqua à ses tâches avec une rapidité et une détermination retrouvées. Elle aida encore maman Teresa, qui lui tendit de l'igname bouilli et du ragoût en guise de remerciement, puis elle retourna au marché pour demander si quelqu'un avait besoin d'aide. Elle ne gagna que peu de pièces, mais aujourd'hui, elle ne se sentait pas découragée. Elle avait pris sa décision. D'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen de sortir du village. Elle ne savait pas quelle porte s'ouvrirait, mais elle commencerait à frapper à toutes si elle le devait. Elle n'aurait qu'un chemisier, une jupe et un seul rêve qui devrait suffire. Plus tard dans l'après-midi, elle s'assit sous le vieux manguier derrière sa chambre, regardant le ciel. Elle imagina des gratte-ciel, des ascenseurs, des bureaux en verre et elle-même marchant avec assurance parmi eux. Elle imagina une entreprise qui l'accueillait, un endroit où les gens portaient des cartes d'identité et gagnaient des salaires mensuels. Elle ne savait même pas comment fonctionnaient les entretiens, mais elle croyait pouvoir apprendre. Laissez-les rire. Elle pensa que je leur montrerais que même une fille d'Agbata peut s'élever. Elle déchira une page blanche de son carnet et écrivit une fausse lettre de candidature. C'était grossier, mais c'était un début. Cher monsieur ou madame, je veux travailler dans votre entreprise. Je suis travailleuse et honnête. Elle écrivit en souriant à son courage, tandis que le soleil plongeait derrière les collines, projetant une lueur dorée sur le village. Anita serra son carnet et sa lettre contre sa poitrine. Elle ne le savait pas encore, mais son rêve avait déjà pris son premier souffle quelque part dans une autre partie du pays. Son avenir se dirigeait déjà vers elle. Les vents du destin soufflaient et bientôt, ils l'emporteraient au-delà des murs de Budagbata, dans un monde qu'elle avait seulement vu dans les rêves. Mais pour l'instant elle était juste assise sous le manguier, croyant qu'un jour quelqu'un la regarderait et verrait plus qu'une pauvre fille du village. Anita se tenait au bord d'un champ juste après le lever du soleil, tenant un coutelas qui pesait plus lourd qu'il n'aurait dû. Ses doigts avaient des ampoules des jours précédents, mais elle ne
pouvait pas se permettre de se reposer. Une femme du village voisin lui avait offert 50 nera pour l'aider à désherber la moitié d'une parcelle de terre agricole. Ce n'était pas beaucoup, à peine assez pour acheter un sachet d'eau et un petit paquet de sucre, mais Anita l'accepta avec gratitude. Alors qu'elle se penchait pour commencer le travail éreintant, elle pouvait entendre son estomac gémir en signe de protestation. Elle n'avait pas mangé un repas complet depuis 2 jours, mais la nourriture pouvait attendre. Son rêve de quitter Agbata ne pouvait pas. Chaque coup de lame était plus que du travail, c'était un sacrifice, un cri silencieux vers le ciel qu'elle était prête à se battre pour une vie meilleure. En milieu de matinée, le soleil tapait durement et son chemisier collait à son dos trempé de sueur. Sa tête lancinait et les vertiges revenaient, mais elle persévéra. Elle ne pouvait pas se permettre de s'évanouir. Pas maintenant. Elle pensa à sa mère, à la vieille enveloppe des rêves qu'elle avait griffonné dans son carnet. Si la douleur était le prix du progrès, alors elle l'endurerait en peinant. Son esprit vagabondait à ce à quoi la ville pourrait ressembler. Les rues étaient-elles pavées? Les gens étaient-ils gentils? Les bureaux brillaient-ils vraiment comme elle les imaginait? Dans ses rêves, les questions lui donnaient de l'énergie. Avec chaque mauvaise herbe qu'elle arrachait, elle se disait qu'elle ouvrait la voie à un nouveau chapitre. Après le travail, la femme lui tendit deux ignames bouillis et un peu de soupe. Anita la remercia, bien que la soupe fût presque de l'eau et que les ignames n'aient pas de sel. Elle s'assit sous un manguier pour manger. Des larmes coulaient ses joues, non pas à cause du goût, mais à cause de l'épuisement total. Elle ne savait pas combien de jours elle pourrait encore faire ça, combien de fois elle devrait encore ramper dans la poussière pour gagner quelques miettes, mais il y avait quelque chose de têtu en elle, quelque chose qui refusait de lâcher son rêve. Tu t'en sortiras, elle se murmura, même si tu dois saigner pour le faire. Et elle le pensait. Plus tard dans la soirée, elle retourna dans sa chambre, retira ses vêtements poussiéreux et s'allongea sur le tapis. Ses bras mangeaient trop pour atteindre la lampe à pétrole. Alors elle fixa le plafond dans l'obscurité. Le calme de la nuit n'était interrompu que par sa respiration superficielle et les pleurs occasionnels d'un bébé d'accent grave. Côté, elle n'enviait pas la mère élevait un enfant dans cette épreuve semblait encore plus dure que son voyage actuel, mais elle enviait l'idée d'avoir quelqu'un. Elle était fatiguée d'être seule, pourtant elle tenait bon. Demain, elle travaillerait à nouveau. Demain, elle économiserait un peu plus parce que quelque part là-bas, sa porte vers le destin attendait. Le lendemain matin, Anita descendit l'étroit chemin du village avec son panier tressé en équilibre sur sa tête, se dirigeant vers le ruisseau local pour aller le chercher. Au long du chemin, elle croisa un groupe de femmes pilant l'igname et discutant bruyamment sous un arbre. Au moment où elles la virent, les murmures commencèrent. Voilà la grande rêveuse. L'une d'elles renifla. Elle pense qu'elle va travailler en ville et devenir une madame du jour au lendemain. Une autre y regarde ses jambes pleines de boue et de piqûres de moustiques. Quelle compagnie accepterait quelqu'un comme elle? Le mot piqua, mais Anita ne broncha pas. Elle avait entendu pire. Chaque commentaire cruel était comme du sable jeté au vent destiné à l'aveugler, mais elle refusa de cligner des yeux. Ce qui faisait le plus mal n'était pas le ridicule, mais l'isolement. Les amis avec qui elle avait grandi gardaient maintenant leur distance. Certains s'étaient mariés, d'autres s'étaient résignés à une vie d'agriculture et d'éducation des enfants, et aucun d'eux ne pouvait comprendre pourquoi Anita osait encore rêver. Il la traitait d'entêté, stupide, délirant. Même certains des anciens fronçaient les sourcils quand elle parlait de la ville, disant qu'elle devrait accepter son destin et s'installer avec n'importe quel homme prêt à l'épouser. Mais Anita ne pouvait pas prétendre qu'elle savait au fond d'elle qu'elle n'appartenait pas à cet endroit pour toujours. Elle ne voulait pas de pitié ni même de validation, elle voulait seulement une chance. Plus tard dans la journée, elle retourna à la propriété de maman Teresa pour aider à chercher du bois de chauffage. Pendant qu'elle travaillait, la femme plus âgée remarqua son silence et la pressa doucement. Tu as été silencieuse, mon enfant, qu'est-ce qui trouble ton cœur aujourd'hui? Anita hésita avant d'avouer. Ils disent que je cours après les ombres, que je ne suis pas assez bien pour quoi que ce soit au-delà de ce village. Maman Teresa se moqua et lui tint la main. Quand les gens ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres limites, ils essaient de mettre les tiennes en cage aussi. Ne les laisse pas. Le lion n'a pas besoin de l'approbation des moutons pour rugir. Ses mots comme une bombe apaisent l'esprit brisé d'Anita. Elle réalisa alors que les opinions de ceux qui avaient abandonné n'avaient aucun pouvoir sur quelqu'un qui tenait encore cette nuit-là. Anita s'agenouilla près de sa natte et pria, ses paumes serrées fort. Mon Dieu, je sais que je ne suis pas parfaite, je sais que je n'ai pas grand-chose, mais s'il te plaît, laisse-moi être vue non seulement par les hommes, mais par le monde entier. Que quelqu'un me donne une chance et je te promets de ne pas la gâcher. Sa voix se brisa tandis que les larmes trompaient le papier d'emballage usé qu'elle utilisait comme une brûlure. Et bien que le monde ait ri, se soit moqué et ait essayé d'enterrer ses rêves, Anita s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. Car si elle ne croyait pas en elle-même, qui le ferait? La semaine suivante apporta plus de chaleur et de poussière, mais aussi plus de terreur. Le propriétaire d'Anita, Monsieur obéit. Un petit homme colérique,
aux dents tachées de tabac et aux yeux qui semblaient sortir de sa tête, frappa à sa porte alors qu'elle revenait de chez Mama Teresa. « Tu n'as pas payé depuis 2 mois. » Il laissa échapper un souffle nauséabond, vicié par l'alcool. « Jen ai more excuses. Si je ne vois pas mon argent dans 3 jours, tu es dehors. » Simple. Anita ouvrit la bouche pour supplier, mais il leva la main et se détourna en marmonnant à propos de locataires ingrats. Le poids de ces mots s'abattit lourdement. Sur sa poitrine, elle n'avait nulle part où aller, cette cabane d'une seule pièce en ruine. Bien qu'elle fût tout ce qu'elle avait, elle passa les jours suivants à essayer de rassembler ne serait-ce qu'une fraction de l'argent. Elle visita chaque maison où elle avait travaillé, demandant si elles avaient besoin d'aide. Certaines la refusèrent purement et simplement, d'autres lui proposèrent des corvées qui ne payaient presque rien. Mais elle prenait tout ce qu'elle pouvait, travaillant d'eux. L'aube au crépuscule, la nuit, elle restait éveillée, calculant combien elle avait, combien il lui en fallait encore et combien de temps il lui restait. Son estomac était constamment crispé par la faim, mais encore plus par l'anxiété. Et si monsieur obéissait, j'ai mis sa menace à exécution. Et si elle se retrouvait à dormir dans la rue un soir, assise devant sa chambre, se tenant les genoux, elle entendit à nouveau les voisins bavarder à son sujet. Le problème de cette fille, c'est trop d'ambition. Une femme dit qu'elle devrait juste se marier et arrêter de se déshonorer, une autre rigola. Elle est attendant un miracle qui n'arrivera jamais. Anita leva les yeux au ciel en clignant des yeux pour retenir ses larmes. Avait-elle tort de rêver? Était-ce stupide de vouloir plus quand tout le monde s'était contenté de moi? Elle pensa à la lettre de sa mère, aux mots griffonnés dans son carnet. Non, elle murmura à voix haute, « Je n'ai pas tort, je ne suis pas stupide, je ne suis juste pas encore. » Arrivée à 3 jours de l'expulsion, elle prit une décision, elle se donnerait un dernier coup de pouce. Tout ce qu'elle gagnerait dans les 72 prochaines heures serait utilisé pour le loyer, ou si la chance lui souriait économisé pour quelque chose de plus grand, mais de toute façon elle refusait d'abandonner. Elle avait fait face à la faim, la douleur et la honte, et elle tenait toujours debout. Elle ne laisserait pas la peur d'être sans abri la briser si elle le devait sous un arbre. Elle le ferait. Mais ses rêves resteraient étroitement enveloppés dans son cœur inébranlable et intouchable. Joshua était assis seul dans son bureau à domicile, le doux bourdonnement de la ville au-delà de ses immenses fenêtres sonnant plus lointain que jamais. Il se pencha en arrière dans sa chaise, un verre de vin intact. Sur son bureau, son ordinateur portable brillait faiblement rempli de documents et de chiffres, mais il n'arrivait pas à se concentrer la semaine dernière. Son esprit errait dans des endroits qu'il ne comprenait pas, des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. La trahison de ses partenaires commerciaux l'avait forcé à regarder en lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, il vit à quel point sa vie était vide. Son empire se dressait fièrement, mais à l'intérieur, il se sentait comme un homme entouré de bruit et pourtant noyé dans le silence. Personne ne le connaissait vraiment, ni Patricia, son assistante, ni les mannequins qu'il fréquentait occasionnellement, ni même les collègues qui louaient son génie. Il se souvenait d'avoir vu cette fille au marché. Son sourire était différent, non pas empreint de prétention ou d'attente, mais pur et gentil. Il n'avait pas pu s'empêcher de penser à elle. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne jouait pas la comédie. Elle était simplement réelle et cette réalité le hantait. Cela lui fit réaliser à quel point il avait soif d'authenticité. Il avait des voitures, des maisons, des récompenses et des milliers de cartes de visite, mais aucune ne comblait la douleur dans sa poitrine pour toutes ces réalisations. Il se sentait comme un enfant qui avait construit un château mais avait oublié ce qu'il était censé protéger. Il voulait quelque chose de plus profond, il voulait quelqu'un vers qui rentrer, non pas pour l'argent ou le statut, mais pour lui. Plus tard dans la soirée, son ami et conseiller d'affaires David est passé dîner. Joshua s'est ouvert. « Je ne veux plus seulement des transactions, je veux une vraie connexion. » Il a dit. David a ri, « Alors tu es enfin humain. » Il a taquiné, mais il est rapidement devenu sérieux. C'est bien que tu en veuilles plus. Joshua, mais les gens comme nous devons faire attention. Le monde voit notre compte bancaire, pas nos cœurs. Joshua a hoché la tête lentement. C'est peut-être le problème. Peut-être que je me suis entouré du mauvais genre de personnes. Il n'a pas mentionné la fille au marché, mais il a pensé à elle. Quelque chose à propos de ce moment persistait, lui rappelant que peut-être la vie qu'il avait construite n'était plus suffisante. Cette nuit-là, alors qu'il était assis dans son lit avec les lumières de la ville qui vacillaient point à travers ses rideaux, il écrivit dans son journal une seule ligne. « J'ai tout sauf ce qui compte. I'll fix a less Mo's pending on long moment. » Il ne prévoyait aucune décision drastique. Pas encore. Il n'avait pas prévu de quitter Lagos.
Il n'avait pas pensé à cette foutue ville ni à aucune autre ville. Mais il savait que quelque chose devait changer. Peut-être qu'il prendrait bientôt du temps pour lui. Peut-être qu'il ferait bientôt quelque chose de différent. Mais pour l'instant, il laissa cette pensée mariner, non exprimée mais grandissante. Quelque chose s'agitait en lui, quelque part au loin. Le destin commençait à bouger tranquillement, le rapprochant toujours plus d'un avenir qui changerait tout. Aux heures calmes du matin, avant que les coqs ne chantent et que le village ne s'éveille, Anita était assise en tailleur sur un tapis. La bougie à côté d'elle avait brûlé presque jusqu'au fond. Sa cire avait séché en petites flaques sur le sol. Elle serrait son stylo comme une bouée de sauvetage et griffonnait d'autres objectifs sous les autres. Trouver un travail. Quitter Egbada. Aider maman Teresa à commencer une nouvelle vie. Son écriture était rugueuse. Les lignes tremblaient, mais ses mots étaient féroces de désir. Elle regarda autour d'elle dans sa petite chambre, les murs décolorés, la simple assiette et la tasse en métal, le miroir brutal, le miroir brisé, les choses qu'il avait autrefois fait se sentir piégée, ne la rendaient plus déterminée que jamais. « Ma vie va changer, murmura-t-elle, même si ce n'est que légèrement. Je trouverai une issue. » Ce jour-là, elle a travaillé plus dur que jamais. Elle a lavé 6 seaux de vêtements, balayé 2 concessions et aidé à réparer un toit de chaume qui fuyait. Ses mains saignaient à force de les utiliser. Son dos la lançait à cause de la tension. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Quelque chose en elle avait changé depuis la lettre de sa mère. Elle ne faisait plus de corvées simplement pour survivre. Elle les faisait comme un soldat se préparant à la guerre. Chaque tâche était un pas de plus vers son rêve. Même quand les gens se moquaient d'elle ou la trompaient, elle ne ripostait pas. Elle souriait et continuait à économiser chaque naira qu'elle gagnait. Elle se battait pour son avenir et aucune insulte ne pouvait la briser. Le soir, elle retourna chez maman Teresa et lui fit part de son projet de quitter le village. La femme plus âgée écouta en silence, puis lui prit les mains. « J'ai toujours su que tu étais différente, Anita, dit-elle doucement. Tu as apporté la lumière. » Un endroit plein d'obscurité ne laisse pas le poids de cet endroit l'assombrir. Anita sentit sa gorge se serrer. « Je ne veux pas te laisser derrière, » elle dit. Maman Teresa sourit, ses yeux embués. « Je ne suis pas ta fin, je suis juste ton début, vas-y, et quand tu réussiras, souviens-toi de la fille qui un jour est allée chercher de l'eau pieds nus. » Elles se sont embrassées sous la lumière mourante du soleil, et à ce moment-là Anita a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps là. Et cette nuit-là, elle a écrit une dernière prière dans son carnet. « Cher Dieu, même si je ne suis personne dans ce monde, laisse-moi être quelqu'un pour quelqu'un, laisse-moi briller juste une fois, laisse-moi rendre maman fière. » Elle a pris le livre sous son tapis et s'est allongée, ses yeux fixant la tache d'étoile à travers un trou dans son toit. Demain était inconnu, demain était risqué, mais demain contenait aussi promesse de quelque chose de plus grand et Anita n'avait plus peur de le poursuivre. Anita resta assise sur son tapis toute la matinée, son regard fixé sur la boîte en bois à côté de son tapis. Celle qui contenait le dernier morceau de sa mère qui lui restait à l'intérieur était une petite pochette en velours contenant une délicate chaîne en or avec un minuscule pendentif en forme de cœur que sa mère avait chéri et ne portait que le dimanche ou pour des occasions spéciales un jour. « Cela vous aidera, » avait-elle dit avec un sourire en pressant la pochette dans la main d'Anita sûre. Son lit de mort, Anita l'avait gardé caché pendant des années, enveloppé dans un tissu et rangé comme un artefact sacré. Elle ne l'avait jamais porté. Pour elle, ce n'était pas juste un bijou, c'était un souvenir de protection et d'amour. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle le tenait dans sa paume et se posait une question terrifiante. Devrais-je le vendre? Sa poitrine se serra en fixant le délicat morceau d'or dans sa main. Elle n'avait jamais vraiment envisagé de s'en séparer auparavant, mais maintenant tout semblait différent. Ce satané entretien en ville était dans moins d'une semaine, et il n'y avait pas d'autre moyen de réunir l'argent dont elle avait besoin pour le transport. Le coût de manquer cette opportunité était plus lourd que le chêne elle-même, et elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer l'alternative. Et si je gardais ce collier et restais coincé ici pour toujours, mais en même temps, et si je le vendais et échouais? Encore cette pensée envoya une vague de peur froide à travers elle. Et si elle abandonnait le dernier cadeau de sa mère et finissait quand même sans emploi et perdue? Elle se tourna vers maman Teresa cet après-midi, tenant la pochette mais incapable de l'ouvrir. Sa voix était douce et fragile. « Maman, et si je la vendais ?» La vieille femme se retourna et la regarda avec une sagesse que seul l'âge pouvait donner. « Je savais que ce jour viendrait. » Elle dit que ta mère avait laissé ce collier non seulement pour te rappeler d'elle, mais pour te rappeler ta force parfois.
La force signifie s'accrocher, parfois cela signifie lâcher prise. Anita ne dit rien, ses doigts se resserrèrent autour de la pochette alors qu'elle la pressait contre sa poitrine. Je ne sais pas quoi faire, elle murmura. Maman Teresa posa une main douce sur son épaule. Tu sauras quand il sera temps, ne laisse pas la peur prendre la décision pour toi ce soir-là. Anita alluma une bougie et s'assit seule, le collier posé devant elle sur un emballage propre. Elle ne le vendit pas encore, mais elle savait que si aucune autre option ne se présentait dans les 2 jours qui suivaient, elle devrait abandonner. Son rêve était plus proche que jamais. Mais le prix l'était aussi, et tandis qu'elle fixait leur reflétant la lumière des bougies, elle réalisa que chaque pas en avant dans la vie s'accompagnait d'un sacrifice auquel elle ne s'attendait pas. Celui-ci lui donnait l'impression de dire au revoir à sa mère une fois de plus. Le lendemain matin, un lourd silence s'abattit sur Anita, immobile sur son tapis, les yeux ouverts mais flous. À l'extérieur, le village s'animait. Des femmes allaient chercher de l'eau, des enfants poursuivaient des chèvres et des vieillards discutaient près des tabourets au bord de la route, mais Anita ne pouvait pas les entendre. Tout ce qu'elle entendait était le battement de son cœur et l'écho d'une décision qu'elle ne voulait pas prendre. La petite pochette en velours reposait. À côté d'elle, intacte, elle avait passé la nuit à pleurer en silence, luttant contre ses pensées. Chaque partie logique d'elle lui disait de vendre la chaîne et d'aller dans cette foutue ville. Mais son cœur avait l'impression d'être déchiré en deux. Sa mère avait gardé ce collier à travers toutes les épreuves. Le donner était comme fermer une porte qu'elle n'était pas prête à franchir, mais le temps était cruel. Son entretien n'était que dans 4 jours et elle avait épuisé toutes les autres options. Elle avait demandé à ses voisins, supplié ses anciens employeurs, proposé même de nettoyer les maisons gratuitement en échange d'un prêt. Mais personne ne pouvait l'aider. Tout le monde avait des difficultés, même les économies de Mère Thérèse étaient à peine suffisantes pour acheter ses médicaments. Anita était assise près de la fenêtre de sa chambre, la pochette à la main, fixant le soleil qui montait au-dessus. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ses larmes revinrent, pas de gros sanglots, juste de lourdes gouttes silencieuses qui coulaient sur son visage. « Maman, je suis désolée, murmura-t-elle, mais si je reste ici, je mourrai dans cette pauvreté. Je dois partir avec son écharpe, bien attachée dans la pochette, enveloppée dans un tissu. » Anita se dirigea vers le seul marchand d'or du village. Alagi Soul, il leva les yeux de derrière sa table poussiéreuse tandis qu'elle marchait, les épaules basses mais les yeux fixes. « J'ai quelque chose à vendre, » dit-elle simplement en lui tendant la pochette. Il l'ouvrit, examina le collier quelques instants puis hocha la tête. « Du bon or, pas trop lourd mais propre, je te donnerai 15 000. » Anita déglutit difficilement. C'était suffisant pour l'emmener dans cette foutue ville. Louer une petite chambre et même manger pendant quelques jours, elle hocha la tête. « Ok. » Le vieil homme compta les billets et les plaça dans sa paume. Anita prit l'argent, l'enveloppa dans son papier et sortit, le visage vers le ciel, clignant des yeux pour retenir les larmes fraîches qui menaçaient de couler. À son retour à la maison, elle plaça l'argent dans une boîte en fer blanc et resta assise à côté pendant des heures. Elle ne célébra pas, elle ne dansa pas, elle resta simplement assise, se souvenant des yeux de sa mère, de sa voix et des jours où ce collier avait été plus que de l'or, c'était de l'amour. Elle écrivit dans un carnet cette nuit-là, « J'ai vendu mon passé pour avoir une chance d'avoir un avenir. Que ce ne soit pas en vain. » Ses yeux restèrent ouverts toute la nuit, comptant les jours. Il ne restait plus que 3 jours. Plus que 3 jours avant que sa vie ne recommence ou s'effondrait complètement. Avec des mains tremblantes, Anita plia les billets de Nera croustillants qu'elle avait reçus de la vente du collier de sa mère et les glissa dans la poche intérieure de sa robe. Il était tôt le matin, le soleil commençait à peine à percer les collines lointaines. Elle quitta la maison avant le premier chant du coq. Le silence de l'aube autour d'elle reflétait la résolution. Tranquille dans son cœur, elle marcha jusqu'au prochain village où se trouvait le parking le plus proche. Un voyage de 2 heures à pied, ses jambes portant le poids de l'anxiété et de l'espoir. Au moment où elle arriva, ses pieds étaient couverts d'ampoules, ses lèvres étaient sèches et son emballage taché de poussière. Pourtant, quand elle vit la rangée de bus rouillés se dirigeant vers différentes villes, son cœur bondit d'excitation. Elle était enfin là. Elle s'approcha du guichet. Une table branlante avec un vieux registre et une chaise en plastique derrière lui. L'homme assis là la regarda avec suspicion. « Où vas-tu » il demanda. À Anita répondit doucement. « Putain de ville. » Il hocha lentement la tête puis lui dit le prix de 12 000 Nera pour une place dans l'un des bus longue distance partant le lendemain matin. Elle hésita, serrant fermement les billets restant dans sa paume. Il ne la laisserait presque plus rien, mais elle hocha la tête. « Je le prends. » Il griffonna sur un bout de papier et le lui tendit. « Le bus part à 6 heures du matin. Point demain. Ne sois pas en retard. » Anita prit le papier et le fixa comme si c'était son passeport pour un nouveau monde.
Son billet était sécurisé. Elle utilisa le reste de son argent pour louer un petit lit dans une auberge de fortune à proximité. Ce n'était rien de plus qu'une cabine en bois avec un matelas en mousse. Mais pour Anita, cela ressemblait à une chambre d'hôtel. Elle s'assit sur le lit, déballant un morceau de pain sec qu'elle avait emballé, mâchant lentement, les yeux ne quittant jamais le papier dans sa main. Elle le plaça soigneusement sous son oreiller alors qu'elle s'allongeait, trop anxieuse pour dormir pour la première fois de sa vie. Elle voyagerait loin d'Agbata, loin du village où elle avait connu la faim, la honte et les petits rêves. Elle ne savait pas ce que cette foutue ville lui apporterait, mais elle était prête à le découvrir cette nuit-là. Elle écrivit une dernière ligne dans un carnet avant de le glisser dans son sac. « Je ne m'enfuis pas, je cours vers quelque chose. » Alors que la nuit s'approfondissait et que sa respiration se régularisait, Anita s'endormit enfin. Ses rêves étaient remplis de bâtiments brillants, de rues animées et d'étrangers qui l'appelaient avec admiration. Elle se réveilla avant l'aube, le cœur battant, la main ferme, elle se lava. Son visage ajusta son foulard et se dirigea vers la gare portant seulement un petit sac rempli de vêtements, son carnet et le courage de toute une vie. Aujourd'hui n'était pas seulement un voyage, c'était le début de tout à la gosse. Joshua se tenait sur le balcon du dernier étage de son penthouse sirotant un café noir tandis que la brise taquinait le bord de sa robe de soie. Il venait de terminer un appel avec son équipe de la ville, apparemment les investisseurs du Ghana arrivaient tôt et voulaient inspecter le site d'expansion proposé en personne. C'était un voyage de courte durée, mais tout dans l'affaire était trop important pour le laisser à d'autres. Pendant un certain temps, il avait envisagé de le déléguer à son directeur régional, mais quelque chose lui disait d'y aller lui-même. L'équipe de la ville avait bien travaillé, mais il avait besoin de sa touche personnelle. Maintenant, il se détourna de l'horizon et entra à l'intérieur, appelant déjà Patricia réservée. Le jet, il dit que je serai à la ville demain matin, alors que ses préparatifs de voyage étaient en cours de finalisation. Joshua fit ses bagages légèrement. Il n'était pas en plein entourage, juste un assistant, sa mallette et une élégante valise noire qui l'accompagnait depuis des années. C'était le même design qu'il utilisait toujours, un bagage à main minimaliste relié en cuir avec une serrure personnalisée et ses initiales cachées dans un petit coin. Il y plaça des documents professionnels et un petit compartiment sécurisé contenant de l'argent liquide d'urgence, le ferma et le posa près de la porte. Malgré le poids du voyage, un calme étrange persistait en lui. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait le sentiment silencieux que ce voyage signifierait plus que de simples chiffres et négociations. Le soir, Joshua était monté à bord de son jet privé. Le bourdonnement du moteur, le luxe silencieux qui l'entourait, cela aurait dû lui apporter du réconfort. Mais au lieu de cela, il se sentait contemplatif. Il regarda par la fenêtre tandis que les Legos rétrécissaient sous lui. Ses pensées erraient vers cette fille qu'il avait vue une fois au marché, il y a des mois. Il ne connaissait pas son nom, et elle ne savait pas où elle était allée, mais quelque chose dans sa gentillesse lui était resté en tête. Il n'avait pas pensé à elle depuis des semaines, mais maintenant que le jet traversait les nuages, son image dansait à nouveau au bord de son esprit. Peut-être que cette ville m'aidera à me recentrer. Il marmonna. Il atterrit tard dans la nuit et fut conduit dans une suite luxueuse arrangée par son entreprise. Le personnel l'accueillit avec révérence et tout était impeccable, mais Joshua ne remarqua rien de tout cela. Il déballa son sac, examina le programme du lendemain et se tint près de la grande fenêtre donnant sur la ville. La lumière s'étendait à l'infini. Juste un autre voyage d'affaires. Il murmura. Mais quelque part au plus profond de son âme, il sentit quelque chose changer et dans quelques heures, il se retrouverait assis sur le même vol qu'une fille d'un petit village portant un sac qui ressemblait exactement au sien. Le parking des bus était déjà bondé quand Anita arriva. Son petit sac serré contre sa poitrine et ses yeux se balançaient nerveusement à chaque klaxon mécrit. Elle monta dans le bus qui l'emmènerait à cette ville maudite. S'installant dans un siège près du fond, ses mains tremblaient lorsqu'elle posa une modeste valise au-dessus d'elle dans le porte-bagages, une valise noire usée qui lui avait été offerte par maman Teresa. Elle vérifia le contenu, sa seule paire de chaussures plates, un deuxième emballage, la lettre de sa mère, le carnet, et un petit sac en nylon avec Gary et gros nut. Avec une grande inspiration, elle croisa les bras et appuya sa tête contre la fenêtre en regardant le lever du soleil se draper sur le paysage. Ses yeux se fermèrent, l'épuisement et l'anticipation tourbillonnant dans sa poitrine alors que le bus commençait à bouger pendant ce temps.
Au terminal privé de la ville, Joshua était escorté vers un vol commercial en attente à destination de cette foutue ville. Son jet privé avait été cloué au sol pour des vérifications techniques et donc pour la première fois depuis des années il volait avec le public ordinaire. Cela ne le dérangeait pas, vêtu d'une simple chemise blanche et de lunettes de soleil, il se déplaçait discrètement dans l'aéroport. Son assistant fit rouler sa valise noire classique, une élégante valise reliée en cuir qui ressemblait à une centaine d'autres à la porte d'embarquement. Il se tourna vers son assistant. « Je serai très bien seul, prends le prochain vol, je veux juste reposer en paix. » Il dit doucement. Avec cela, il embarqua sur le même vol commercial que Anita, complètement inconsciente que le destin préparait un retournement de situation quand Anita s'est réveillée à mi-chemin du vol. Elle était groggy, son esprit encore embrumé par le sommeil. Elle a regardé autour d'elle confuse pendant un moment, puis a réalisé que le bus s'était transformé en l'avion dont elle avait toujours rêvé. Le vol avait été plus doux que prévu, l'hôtesse de l'air était gentille et le siège à côté d'elle presque vide. Le doux bourdonnement du moteur l'a de nouveau bercé dans un demi-sommeil. À l'atterrissage, l'annonce l'a réveillée, l'avion était arrivé dans cette foutue ville. Dans sa hâte de débarquer, elle s'est levée trop vite, renversant son sac à main. Elle s'est précipitée pour rassembler ses affaires, s'est précipitée vers la zone des bagages et a attrapé une valise identique à la sienne, avion noir, même rayure à accent grave au coin de la rue. Elle n'y réfléchit pas à deux fois, le jeta sur son épaule et se précipita dans l'aéroport animé de la ville. Joshua, dans une autre partie du terminal, attendit calmement son sac. Il ne se souciait pas de faire défiler son téléphone tandis que les valises apparaissaient le long du carrousel. Lorsqu'une valise en cuir noir identique à la sienne arriva, il la ramassa d'un coup d'œil rapide, la prenant pour la sienne. Il avait trop de choses en tête pour remarquer le petit détail. Un autocollant usé avec les initiales AM en dessous. Alors qu'il montait dans sa voiture avec chauffeur et disparaissait dans la ville, il n'avait aucune idée que sa valise remplie de dossiers commerciaux confidentiels, de centaines de milliers de dollars en espèces et de sa carte d'identité personnelle était désormais entre les mains d'une fille qui n'avait jamais eu de carte de débit auparavant. La petite chambre d'Anita dans cette foutue ville n'était guère plus qu'un lit en bois, un miroir fissuré et des murs assez fins pour entendre les conversations d'accent grave côté. Mais pour elle, c'était le paradis. L'argent qui lui restait après avoir acheté le ticket de bus était à peine suffisant pour quelques jours de loyer, mais cela n'avait pas d'importance. Elle était ici en ville à la veille du plus grand moment de tôt ce matin-là. Elle a ouvert sa valise pour repasser son chemisier, impatiente d'être présentable pour l'entretien. Mais dès que la fermeture éclair est descendue, son cœur s'est arrêté. Au lieu des vêtements soigneusement pliés qu'elle avait emballés, la valise a révélé d'épaisses piles d'argent liquide, des billets en bande serrée, des documents reliés en cuir et des dossiers cirés. Son souffle s'est arrêté, elle est tombée à genoux en tremblant au début. Elle a pensé que c'était une erreur. Peut-être que quelqu'un avait emballé les mauvaises choses. Peut-être que ses affaires étaient en dessous. Mais plus elle cherchait, plus la vérité se dévoilait. Ce n'était pas ses affaires. Sa main s'est figée lorsqu'elle a ramassé une carte d'identité élégante coincée entre les piles d'argent. Elle portait la photo d'un homme bien habillé et un nom, Joshua Jackson, en dessous. La désignation, division exécutive rouge, putain de bureau municipal. Sa poitrine s'est serrée. Elle ne savait pas exactement qui il était, mais tout dans la valise, l'argent, le cuir, la présentation, lui disait que c'était quelqu'un d'important, de très important. Elle a reculé, la peur l'envahissait de tous côtés. Et si cet homme était dangereux? Et si elle était accusée de vol? Elle arpentait la pièce pendant près d'une heure, la tête dans les mains, en sueur. Ruisselant dans son cou malgré le ventilateur au-dessus, elle pouvait disparaître, prendre l'argent, commencer une nouvelle vie ou le jeter et faire comme si elle ne l'avait jamais vu. Mais rien de tout cela que maman Teresa avait élevé, ce n'était pas celle que sa mère l'avait formée à être. Ses yeux se posèrent à nouveau sur le papier, en tête d'un des documents la foutue succursale de Jackson Enterprise en ville qui portait le même nom sur le dépliant d'offres d'emploi qu'elle avait postulé. Ses mains tremblaient plus fort maintenant. Se pouvait-il que ce soit la même personne, l'homme dont elle avait pris la valise par erreur? Pouvait-il être quelqu'un de la même entreprise pour laquelle elle espérait travailler déterminée? Elle remballa soigneusement le contenu, ferma à nouveau la valise et la noison pagne autour de la taille. Elle n'avait plus le luxe d'avoir peur, elle devait le rendre. Elle prit un taxi et demanda à être déposée à Jackson Enterprises. Quand elle arriva, le grand bâtiment en verre la surplombait comme un palais. La sécurité était renforcée et la réceptionniste haussa un sourcil. S'approchant, avez-vous un rendez-vous?
La femme demanda. Anita secoua la tête. Non, mais je pense que j'ai pris quelque chose qui appartient à l'un de vos employés par erreur. Un homme nommé Joshua Jackson. Le comportement de la femme changea rapidement. En quelques instants, l'atmosphère changea et la sécurité fut alertée. Le pouls d'Anita s'accéléra. Dans quoi s'était-elle fourrée quand Joshua reçut un appel de sa réception disant que quelqu'un s'était présenté avec sa valise manquante? Il fronça les sourcils. Confus, quelle valise? Il demanda. Perplexe, il n'avait pas réalisé qu'elle avait disparu. Sa journée avait déjà été inondée de réunions d'investisseurs consécutives et il supposa que le dossier qu'il avait récupéré à l'aéroport était le sien. Monsieur le prétend que c'était une confusion. La réceptionniste continua, et elle insista que c'était à vous dit qu'elle s'appelle Anita Frank. Le nom ne lui disait rien, mais quelque chose dans la voix de la réceptionniste le rendit curieux. Envoyez-la, dit-il, repoussant son rendez-vous sans Fletcher. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et une fille entra, qui semblait sortir d'un village et non d'un hall de bureau. Anita entra dans le bureau du PDG, traînant nerveusement la valise derrière elle comme si elle pesait plus que son corps. Son emballage était légèrement délavé. Son chemisier était propre mais clairement usé. Elle garda les yeux baissés en le saluant. « Bon après-midi, monsieur. Je pense que j'ai pris votre valise par erreur. Je ne le savais pas avant d'arriver à la maison et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. » Joshua se pencha lentement en avant pour l'étudier. Sa voix était humble mais sa sincérité le frappa immédiatement. « Vous êtes venu jusqu'ici pour la rendre ?» Il demanda, stupéfait. Elle hocha rapidement la tête. « Oui, monsieur. Je suis désolé pour la confusion. Je ne veux pas d'ennui. Je voulais juste faire ce qu'il fallait. » Elle glissa la valise sur le sol poli vers lui. Il l'ouvrit doucement et confirma que tout, argent, carte d'identité, dossier confidentiel, était intact. Pas un seul objet ne manquait dans un monde où même des partenaires de confiance l'avaient trahi. Cette fille, pauvre et sans raffinement, était clairement dans le besoin. J'avais choisi l'honnêteté plutôt que le désespoir. « Vous ne travaillez pas ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Non, monsieur, mais j'ai postulé pour un emploi ici. J'ai un entretien aujourd'hui. » Joshua cligna des yeux, stupéfait. « Vous avez postulé. » Elle hocha de nouveau la tête, osant enfin lever les yeux. « J'ai vu le dépliant dans mon village. J'ai fait tout le chemin jusqu'ici juste pour cette chance. » Joshua resta silencieux un long moment, puis il décrocha l'interphone et dit fermement, « Annulez tous les autres entretiens. Envoyez à un RH. J'ai pris ma décision. » La bouche d'Anita s'ouvrit. « Monsieur, » murmura-t-elle, croyant à peine ce qu'elle avait entendu. Il sourit faiblement. « Vous ne méritez pas seulement un emploi, mademoiselle Frank. Vous avez prouvé quelque chose que la plupart ne peuvent pas. Votre caractère, même quand personne ne vous regarde. » Les yeux d'Anita, elle, étaient pleins de larmes. « Merci, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je ne te décevrai pas. » Joshua hocha la tête. « Je sais que tu ne le feras pas. » Alors qu'elle quittait son bureau, tout le personnel se tourna pour la regarder. Cette fille simple qui était entrée avec une valise et était repartie avec un travail. Mais pour Joshua, ce n'était pas seulement l'honnêteté qui l'avait ému, c'était autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose pour lequel il n'avait pas encore de mots. Ce soir-là, Joshua était assis dans son bureau, réfléchissant aux événements de la journée. Plus il pensait à Anita, plus il était intrigué. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré. Il n'y avait pas d'intention, pas de prétention, juste une dignité tranquille et une force enveloppée de simplicité. Il se retrouva à s'interroger sur son histoire. D'où elle venait, ce qu'elle avait enduré pour en arriver là et ce qui se cachait sous cette humble expression. Il avait donné à beaucoup de gens, des emplois, des promotions, même des partenariats, mais aucun ne l'avait touché comme elle l'avait fait. Cette confusion de valises avait révélé quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, l'intégrité. Pendant ce temps, Anita était assise sur son petit lit de location, fixant le plafond avec incrédulité. Elle avait un travail, pas n'importe lequel. Travail mais un poste qui la placerait proche du leader.